Prestigieux, avec un palmarès très riche et qui aujourd'hui évolue en Ligue 2. Je parlais bien sûr de l'AS Saint-Étienne, les Verts, qui fêtent ce week-end leurs 90 ans d'existence. On pourrait passer des heures à parler de ce club tant nous sommes nombreux à avoir des histoires, des anecdotes, des souvenirs liés presque charnellement à la SSE. C'est votre cas, ce que je vois Léo, vous portez sous votre veste un maillot un peu étonnant. Un maillot très spécial même, parce que j'ai l'honneur de porter le maillot collector vintage pour ce 90e anniversaire de la SSE, et je remercie Franck Grasso qui a été mon fournisseur. Allez, on revient sur les origines du club, les grandes dates, l'histoire des Verts, et évidemment très liée à celle du groupe Casino. Et tout débute en 1912 quand le fondateur de Casino, Geoffroy Guichard, que voici, lance l'amicale des employés Casino. Le chef d'entreprise veut que ses ouvriers puissent faire du sport. Il y a donc des équipes qui se lancent dans des compétitions de football, et c'est finalement cette amicale qui va finalement devenir un club, à savoir l'AS Saint-Étienne, naissance en 1933, l'association sportive de Saint-Étienne, aux couleurs évidemment du groupe Casino, le vert et le blanc, et avec déjà à l'époque comme stade le stade Geoffroy Guichard qui avait été inauguré en 1931, premier président du club, Pierre Guichard, le fils de Geoffroy Guichard, qui va investir d'ailleurs pas mal d'argent. C'est assez dingue cette photo. Bon, le club monte très vite en première division et bien sûr connaît son âge d'or dans les années 60-70. Exactement. Premier titre de champion de France en 57, première participation à une Coupe d'Europe. C'est là le début vraiment de l'engouement populaire, mais c'est vrai que c'est à partir des années 60 que les Verts enchaînent les titres de champion de France, vainqueur à 6 reprises de la Coupe de France, et puis dans les années 70, vous le savez, la folle épopée en Coupe d'Europe avec cette finale en 76 à Glasgow face au Bayern. La génération Dominique Rocheteau qui est là, vous allez nous faire mal, heurte au poteau carré. On a revu ces images. Malgré la défaite, les Verts entrent dans l'histoire. Retour triomphal en France, parade sur les Champs-Élysées. L'équipe est accueillie par le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Saint-Étienne aura dominé le foot français pendant une vingtaine d'années. Et puis dans les années 80, on va dire que la période faste s'arrête. 1982, Michel Platini quitte l'AS Saint-Étienne pour la Juventus. Il y a l'affaire de la caisse noire qui éclate, qui entraîne la démission du président Roger Rocher. Et en 84, les Verts descendent en deuxième division. C'est le début d'une période trouble et c'est surtout la fin du grand Saint-Étienne. Alors les Verts sont actuellement sur le podium de la Ligue 2 et espèrent basculer en tête de la deuxième division dès ce week-end. Les Verts ont joué face au Paris FC demain après-midi. Leurs supporters vont aussi en profiter pour faire la fête. Geoffroy Guichard sera plein de verres pour venir célébrer les 90 ans de ce que certains appellent sur place leur vieil ami. Marjorie Nadal, Cédric Le Poitvin et Philippe Gagnère. Depuis 90 ans, un endroit fait particulièrement vibrer le cœur des Stéphanois. Le stade Geoffroy Guichard est le temple de l'AS Saint-Étienne, pour un public souvent reconnu comme le meilleur de France. Un attachement transmis de génération en génération. J'ai commencé très jeune à aimer le football grâce à mon papa, qui était supporter des Verts. Je vais toujours au stade, je suis abonné en COP Nord et mes enfants me suivent avec moi maintenant. On est né stéphanois et on est né pour aller au Chaudron. Une date va venir marquer l'histoire, le 12 mai 76. Une finale en Coupe d'Europe à Glasgow, opposant Saint-Étienne à Munich. Hervé Revelli, ancien de 76, se souvient de cet esprit de la gagne. Une fois qu'on était ou à l'entraînement ou sur le terrain, il n'y avait plus rien. Il y avait 11 gars qui allaient rentrer sur le terrain pour gagner un match. Avec une idée en tête, c'était celle-là. C'est pour ça qu'on faisait peur à tout le monde. Une rencontre qui se soldera par une défaite pour les Stéphanois, mais une victoire pour tout un peuple vert qui a fait naître un amour incommensurable pour le club. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres clubs, mais nous, Saint-Étienne, c'est toute notre vie. L'épopée du petit club forésien a réveillé le football français. On peut véritablement parler d'une France qui est verte. Partout où la SS se déplaçait, les stades étaient pleins. Il n'y avait pas de star dans cette équipe. La star, c'était l'équipe, justement. Cette popularité a redoré le blason d'une ville au lourd passé industriel. Saint-Étienne s'est trouvé un phare, les habitants une passion grâce au ballon rond et une fierté
Toute la France était verte parce que quand on regardait les matchs, c'était environ une vingtaine de millions de personnes qui regardaient parce qu'il y avait que 3 chaînes à l'époque. Et comment on gagnait à la fin, quand il y avait des retournements de situation improbables, ça nous a vraiment permis d'être aimé, d'être populaire. Chacun, en fait, avait quelque chose de vert sur lui. Le vert est présent chez la plupart des Stéphanois. C'est une raison d'être, c'est ce qui rythme un peu notre quotidien. La semaine, on parle du match qui vient de se passer, puis quand arrive le week-end, on parle du match qui va arriver. C'est une vieille amie en fait, la SS. C'est quelqu'un que je suis depuis 50 ans, donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est les années Platini, les années 80, le meilleur joueur de France, la caisse noire, l'époque Galtier. On se voit, on se perd un peu de vue, on se retrouve, on a des bons côtés, des moins bons côtés, c'est comme ça. Des supporters verts qui portent sur eux la couleur de l'espoir, celui de voir leur club revenir au haut niveau et vivre un peu plus cette vie en vert. Bonsoir Denis Chaumier. Vous avez longtemps travaillé à l'équipe et à France Football, entre autres, et puis vous venez de publier un livre sur les 90 ans de la SSE aux éditions Hugo Sport. Alors l'histoire de la SSE est jalonnée de soubresauts, on reparlera de la caisse noire dans un instant, mais on le sait peu. Au début des années 50, le club a bien failli mourir. Oui, bien sûr, il a failli mourir parce que il s'était, disons, aventuré après la Seconde Guerre mondiale dans une politique qui n'était en fait pas la sienne, qui ne devait pas être la sienne, c'est-à-dire une politique de recrutement onéreux et avec une masse salariale très importante. Et déjà à l'époque, le club était en péril sur le plan financier. Denis Chaumier, il y a 2 hommes parmi d'autres qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la SSE. Je pense au président Roger Rochet et puis au Sphinx, bien sûr, Robert Herbin. Oui, exactement. Rocher a repris le club en 61 et a mis en œuvre une nouvelle politique, une politique plus sage, basée sur des valeurs qui ont fait la popularité de ce club, à savoir la solidarité, le courage, le travail. Et il a créé autour de lui une équipe avec effectivement des personnalités de premier plan comme Robert Herbin, bien sûr, joueur puis entraîneur, et puis une personnalité comme Pierre Garonner qui a évidemment lui aussi construit une politique sportive importante. Et puis la caisse noire, on en parlait tout à l'heure, et là c'est patatras. Le club en mettra quoi, quasiment 2 décennies à s'en remettre? Le club s'est égaré effectivement au début des années 80, il s'est égaré justement dans une politique qui était un peu celle du début des années 50 et qui tournait le dos aux véritables valeurs du club. Là vous sous-entendez par exemple l'arrivée de Johnny Rep, de Michel Platini? Ça avait donné lieu d'ailleurs à quelques tensions entre Roger Rochet qui était favorable à cette politique et Robert Herbin qui aurait préféré continuer continuer avec une politique de formation. Alors, même si les Verts évoluent cette année en Ligue 2, il y a plus de 12 000 abonnés cette saison. Et Léo, Saint-Étienne, c'est l'un des rares clubs en France qui compte des groupes de supporters partout sur le territoire. Et la ferveur, elle dépasse largement les frontières de la Loire. Le peuple vert est presque partout. On compte environ 200 sections de supporters à travers la France. Regardez, alors il y a forcément une petite proximité géographique qui joue, puisque ce sont dans les régions et les départements autour de Saint-Étienne qu'il y en a le plus. Mais on a des groupes de supporters en Bretagne, en Normandie et même en Outre-mer. Ça fait quand même environ 5000 supporters en dehors de la Loire. Et pour ces supporters, eh bien, tous les matchs sont des déplacements parce que, y compris venir à Geoffroy Guichard, ça fait de la route. Oui, et c'est donc des clubs qu'on a suivis, en tout cas ces clubs de supporters également. Ces clubs de supporters, effectivement, on a par exemple illustration de cette ferveur, le bar des supporters stéphanois à Paris, qui s'appelle la Divette de Montmartre. Il avait fermé passé un temps, mais il vient de rouvrir, et c'est vraiment une institution, la Divette de Montmartre. C'est le repère des supporters stéphanois dans la capitale depuis les années 80. Image ici de la fête en 2013 lors de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Ce bar, il est tenu par Serge, un Stéphanois exilé à Paris. Alors Léo, avec notre service de vidéothèque, vous avez déniché Alina, une petite pépite. C'est un reportage de France 3 Loire diffusé en 2008. Il est consacré à des supporters de Tahiti, de Bora Bora, venus visiter le chaudron.
C'est juste incroyable. Regardez. 18 000 km. 18 000 km, on a mis 27 heures pour arriver, en comptant les escales. 27 heures, c'est long. Jusqu'à présent, Michel le Tahitien et Raymond le Grenoblois ne se connaissaient que virtuellement. Mais là, c'est un grand jour, celui de la rencontre, et pas n'importe où. À Geoffroy-Guichard, le stade qui, ce matin-là, ne s'est ouvert que pour eux. Moi, c'est un homme. Fantastique. Geoffroy-Guichard, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, magnifique. Un grand moment. Ah ouais, ça, je suis... Ils viennent de métropole, mais aussi des Antilles, de Papeete ou de Bora Bora, de bien longs voyages pour réaliser leurs rêves en vert. Vous n'avez pas la chair de poule, les gars? On a fait la visite avec ma... Quand on arrive sur ce stade, on a la chair de poule. Pour nous, c'est une cathédrale. Je dis, moi, même en national, je les supporterai. Il n'y a pas de souci, on est stéphanois ou on n'est pas stéphanois, quoi. C'est ça, c'est dans le sang, on peut pas l'expliquer. Évidemment, c'est les mêmes, on va gagner, ça c'est juré. Reportage à l'époque de Françoise Boissonnat. Léo, les Verts, ils ont aussi, on le voit derrière vous, des supporters célèbres. La plus grande star mondiale qui a déclaré son amour pour les Verts, c'est bien sûr Timothée Chalamet, l'acteur franco-américain qui a des racines dans notre région, mais il y a aussi le chanteur isérois Calogero, l'acteur Cadmerade, le cycliste auvergnat Romain Bardet, même le lyonnais Bernard Pivot, tous fans des Verts, comme l'était Daniel Balavoine qui avait même écrit une chanson, et puis évidemment les artistes stéphanois, Bernard Lavilliers, Muriel Robin ou encore Mickey 3D. Denis Chaumier, comment vous expliquez la fidélité, la ferveur de ses supporters à travers les distances, bien sûr, et puis aussi à travers les générations? Ben justement, c'est un club populaire qui est bien à l'image des valeurs de la ville, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ce sont des valeurs qui se transmettent de génération en génération, entre les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Ce qui est formidable, d'ailleurs, quand on va à Geoffroy-Guichard, c'est de voir toutes ces familles réunies au stade. Et vous étiez il n'y a pas très longtemps à Gerza, c'est dans le Puy-de-Dôme pour une séance de dédicace avec 600 personnes venues effectivement faire signer auprès des anciens de l'époque des années 70, notamment des gens âgés de 7 à 77 ans. Ce que je voudrais aussi savoir, c'est en fait cette ferveur elle a commencé très tôt, dès le premier match de la SSE à Bordeaux en 1933. C'est ça qui est remarquable. Le premier match était en septembre 1933. Le match a lieu à Bordeaux. Pour la petite histoire, Saint-Étienne l'avait emporté 3-2. Mais ce qui était le plus remarquable dans ce match, c'est que plusieurs dizaines de supporters stéphanois avaient fait le déplacement. Vous imaginez le long périple dans les années 30 pour rallier Bordeaux de Saint-Étienne. Et ça, c'est une sorte de marque de fabrique de Saint-Étienne. Vous l'avez montré dans votre carte. Saint-Étienne a des supporters un petit peu partout en France. Mais Saint-Étienne aussi s'honore de drainer derrière lui ses propres supporters qui se déplacent à plusieurs centaines, voire quelques milliers, que ce soit en France ou à l'étranger. Denis Chaumier, en quelques mots, on parle beaucoup de Saint-Étienne aujourd'hui et on en parle souvent au passé, comme si le club n'était plus de taille à se faire une place dans le football business, dans la mondialisation du football. C'est sûr qu'il a plus de mal aujourd'hui parce que la mondialisation, l'inflation des budgets, des salaires XXL qui sont pratiqués maintenant dans le monde du football fait que Saint-Étienne a du mal. Mais si Saint-Étienne ne sera pas un grand film américain au box-office, Saint-Étienne peut être un très bon film français. Merci beaucoup Denis Chaumier, auteur des 90 ans de la SSE. Et puis merci Léo. Merci, bon week-end. Et puis bon week-end. Voilà.